Et les organisateurs de cette réunion ont demandé de traiter un seul mot, l'adverbe humainement. Eh bien voilà, humainement, c'est un adverbe de manière qui, en langue française, a deux significations au moins. Le premier sens est un sens moral, on dit aujourd'hui éthique, mais c'est équivalent. Et le deuxième sens est un sens anthropologique. Alors le premier d'abord. Au sens moral, humainement signifie avec aménité, avec bonté, avec générosité à la rigueur. Et humainement veut dire traiter humainement ses voisins, ses enfants, ses ennemis, les misérables, les prisonniers. Mais pour traiter de ce sens, vous n'avez pas besoin de moi. Absolument pas. Il suffit que vous vous reportiez à des textes parfaitement connus où il est question de s'aimer les uns les autres. Et appliquer ce précepte, vous le savez, est très dangereux. Et d'autant plus dangereux qu'il est même mortel dans une société où les vieux requins enseignent aux jeunes loups à avoir des dents très longues. Et par conséquent, vous risquez deux choses, vous faire dévorer à belles dents et devenir des saints. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour un tel projet. Le deuxième sens est un sens anthropologique. Et là, vous avez besoin de moi certainement pour l'étudier, parce que ça signifie, ou plutôt, lorsqu'on enseigne en classe de philosophie et qu'on reçoit les premières dissertations, elles commencent toutes par la même phrase. De tout temps, l'homme a pensé que, et il a pensé le sujet qu'on traite. Et le professeur de philosophie met un temps fou à expliquer aux étudiants avec beaucoup de patience que cette introduction n'a aucun sens. Parce que de tout temps, ça ne veut rien dire, et l'homme, ça ne veut rien dire, et humainement, ça veut encore moins dire quelque chose. Pourquoi ? Parce que de quel homme s'agit-il ? Je ne sais pas moi, d'Abraham, le prophète écrivain d'Israël, de Périclès, le politicien grec, de François Villon, le poète du Moyen-Âge, de Colbert, le ministre de Louis XIV, Napoléon, sans compter les Amérindiens de Vancouver, sans compter les naturels d'Australie, sans compter etc. Par conséquent, l'humanité dont on parle est une mosaïque disparate de mœurs et de différences si notoires que la définition n'a aucun sens. Et par conséquent, humainement n'a vraiment aucun sens. C'est-à-dire, quand on dit de manière humaine, ça ne veut rien dire parce qu'on ne sait pas ce que veut dire le mot humain et on ne sait pas ce que veut dire l'homme à cause de ce disparate des conditions, des mœurs, des institutions, des habitudes, des morales, des religions et des lois. Cet homme robot-là n'existe pas, tout simplement. Il faut l'apprendre et ne dites jamais de tout temps l'homme, parce que de tout temps ça ne veut rien dire et l'homme ça ne veut rien dire. Dites-moi de quel homme il s'agit. Et par conséquent, pour traiter humainement du point de vue anthropologique, il faut simplement parler de l'homme d'aujourd'hui. Et c'est de cet homme d'aujourd'hui que je voudrais vous parler. Et là, vous avez peut-être un peu besoin de moi parce qu'il est intéressant de voir que nous vivons aujourd'hui une période de transition ou de coupure ou de crise, en fait une période charnière où précisément l'homme est en train de changer. Et je voudrais démontrer dans la conférence de ce matin que l'homme est en train de changer, comment, pourquoi, de quelle manière et pour quelles raisons. C'est ça que je voudrais démontrer aujourd'hui. Et je vais le démontrer, ou le montrer plutôt, en 5 ou 6 ou 7 points différents. Et je m'adresse à vous, vous avez une moyenne d'âge de 35 ou 40 ans, et si vous vous souvenez dans votre famille, le grand-père, l'arrière-grand-père, ou peut-être celui d'avant, était paysan. C'est mon premier point. Dans les années 1900, dans les pays analogues aux nôtres, France, Suisse, Allemagne, Angleterre, États-Unis, etc., le nombre des paysans ou des gens qui vivaient en milieu rural était environ 72-75%. En l'an 2000, 1,1%, et il est en train encore de baisser, et il baisse d'ailleurs aussi dans les pays en voie de développement.
Et par conséquent, vous, qui avez 40 ans, vous n'avez plus aucune expérience de l'agriculture. Vous n'avez jamais vu veaux, vaches, cochons ni couvées. Or, dans ma génération, si vous prenez par exemple une ville comme Paris, il n'y avait pas à Paris, dans les années 50 ou un peu avant, un seul homme, ingénieur, médecin, avocat, profession libérale, qui n'ait pas peu ou prou l'expérience directe de l'agriculture. Aujourd'hui, dans la même population, vous par exemple, il n'y en a plus qui ait l'expérience directe de l'agriculture. Et ça, c'est un changement colossal. D'ailleurs, le changement a été progressif. D'abord, la guerre de 14 a tué 1 million ou 2 de fantassins, ce qui étaient tous des paysans, bien entendu. Et puis, peu à peu, la raréfaction des hommes. Par exemple, lorsque j'étais jeune, puisque moi je suis né alors pendant le néolithique tardif, quand j'étais jeune, que je passais sur la route, je voyais encore dans les champs peuplés. C'est-à-dire les paysans travaillant à la main, etc. Et les champs étaient peuplés. Aujourd'hui, si vous passez dans une autoroute ou une route, les champs sont déserts. Il n'y a plus personne. Et par conséquent, cette désertification progressive du monde rural a changé la langue, a changé les mœurs et a changé surtout notre rapport au monde. Vous n'avez plus de rapport au monde que le rapport vacancier, que le rapport idyllique du bord de la mer ou de la montagne, etc. Mais cette espèce d'expérience directe de la nature et du monde paysan, la génération d'aujourd'hui ne l'a plus. Et nous avons, nous, des difficultés quand on enseigne pour enseigner des textes où il s'agit de scènes paysannes, parce que les mots mêmes ne sont plus là, je parlerai des mots tout à l'heure. Voilà le premier constat qui fait qu'entre une génération, disons, dans les années 50 à 80, l'expérience directe du monde rural a changé. Alors, humainement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme d'autrefois... Alors là, je vais m'arrêter. Lorsqu'on dit qu'une chose est nouvelle, on emploie ce mot de façon qualitative, mais je voudrais le quantifier. Qu'est-ce qu'une nouveauté? Qu'est-ce qu'une nouvelle? Eh bien, une nouvelle, cette nouveauté est proportionnelle à la longueur du temps que cet événement arrête. Depuis quand l'humanité était-elle totalement paysanne? Réponse, depuis que nos ancêtres avaient domestiqué certaines espèces de faune et de flore, c'est-à-dire le néolithique. Eh bien, on peut dire que 1950-1970, c'est la fin du néolithique. C'est une nouvelle colossale. Vous l'avez vu dans les journaux ? Pourtant, on donne des nouvelles dans les journaux. Mettez-vous dans la tête que les nouvelles données dans les journaux ne sont jamais des nouvelles. Parce que le laps de temps que cette nouvelle arrête est très très court. Tandis que là, c'est une nouvelle colossale, n'est-ce pas? L'humanité commence d'être paysanne au néolithique, 8-9 000 ans, et arrête de l'être 1950-70. Par conséquent, vous voyez là que l'homme dont je parle vient de passer un changement de phase colossal, premièrement. Deuxièmement, je voudrais ajouter quand même à ce premièrement une note marginale. Combien étions-nous habitants des villes pendant la totalité de l'histoire? Eh bien, on a des chiffres et on sait que dans les années 1800-1830, le nombre d'habitants des villes était de 8% de l'humanité. Et si vous remontez dans l'histoire, ça tombe à 6%, 4%, plus on n'a plus de chiffres, mais on peut penser qu'à l'époque de l'Antiquité, ils étaient 3 à 4% dans les villes. Ce chiffre est quand même très intéressant parce que en 2050, nous sommes sûrs que 50 à 60% de l'humanité vivra dans les grandes métropoles, dans les grandes mégalopoles. Donc là, il y a un changement dans l'habitat qui est une sorte d'ajout à ce que je disais de la transformation du monde rural. Mais puisque je parle d'histoire, vous avez réfléchi à ça? Au fond, les livres d'histoire, quand vous avez appris l'histoire, l'histoire pour vous, c'était des choses qui s'étaient passées où?
À Jérusalem, à Our en Chaldée, à Athènes, à Rome, et puis plus tard à Paris, à Washington, etc. C'est-à-dire dans les villes. Et l'histoire est généralement l'histoire des villes. Eh bien voilà, l'histoire que vous avez apprise est une histoire qui concernait 3% de l'humanité, qui concernait 8% de l'humanité pour le XIXe siècle, c'est-à-dire rien du tout. Cette constatation est gigantesque. Parce que l'homme dont nous parlons, c'était l'homme des villes, oui, mais c'était très peu % de l'humanité. Par conséquent, cette culture rurale qui, depuis le néolithique, était la nôtre, et qui avait formé notre corps, notre esprit, notre culture, notre cuisine, etc., a disparu. Et aujourd'hui, nous sommes en présence d'un homme nouveau dont nous n'arrivons pas certainement à évaluer la nouveauté. Et c'est la première chose que je vais vous dire, ville-campagne, vous voyez, cette culture rurale a disparu, vous n'en faites plus partie, il se trouve pour des raisons X et Y que dans telle et telle famille, vous vous souvenez parce que c'était le grand-père ou l'arrière-grand-père, mais maintenant c'est terminé. 1%, 1,1%, dans certains pays c'est 0,1%, il y a aujourd'hui des communes en France où il y a un agriculteur ou 0 agriculteur. Premièrement. Deuxièmement, puisqu'il s'agit du rapport au monde, dans la transformation de l'humanité, humainement, ça voulait dire, ça avait un certain profil à l'époque où nous avions ce rapport aux bêtes, ce rapport aux plantes, ce rapport à la nature et ce rapport au climat. Maintenant, ce rapport a disparu et donc il y a un autre type de ce que les philosophes appellent être au monde. On n'est pas au monde de la même façon lorsqu'on a vécu, lorsqu'on est dans les villes et lorsqu'on a vécu, lorsqu'on est à la campagne, dans le rural. Voilà pour le rapport au monde. Mais maintenant, quel est notre rapport au corps ? Eh bien, si on consulte les souvenirs des médecins, et en particulier des médecins de campagne, ou même des médecins de la ville, on sait, aujourd'hui, les historiens de la médecine savent que dans les années 36-37, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, un médecin recevait dans son cabinet 30% de syphilitiques, 30% de tuberculeux et 40% d'autres. À partir des années 50, il n'y a plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé, juste au moment de la Seconde Guerre mondiale et un peu après la Seconde Guerre mondiale, une révolution en médecine telle qu'on peut dire, avec peut-être apparence de raison, que la médecine efficace est née après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire l'arrivée des antibiotiques a plus ou moins éradiqué les maladies infectieuses, de telle sorte en effet qu'il n'y avait plus de syphilis, qui était la maladie la plus redoutée de nos ancêtres, qu'il n'y avait plus de tuberculose, ou à peu près, et qu'il n'y avait plus en gros de maladies infectieuses. Alors je prends un exemple. Au XVIIe siècle, Louis XIV, l'homme le plus puissant de son temps, entouré des meilleurs médecins de son royaume, a hurlé de douleur tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il était affecté d'une fistule anale qui aujourd'hui demanderait un coup de bistouri et 4 jours d'antibiotiques, alors qu'il a souffert tous les jours de cette fistule, il n'a été opéré que sur le tard. Vous voyez donc que le rapport là de la médecine est réellement gigantesque. Et puisque je parle de la douleur de Louis XIV, je pourrais comparer avec quelqu'un d'entre vous, de vos parents. Vous avez par exemple un père ou un grand-père qui a 60-65 ans, qui est reçu par un médecin, le même médecin dont je parlais tout à l'heure, et il lui demande « Avez-vous souffert dans votre vie ?» Eh bien, il y a aujourd'hui des gens de 60 à 65 ans qui n'ont jamais souffert. Et quand je prends cet exemple-là, je le prends au hasard dans une population, alors qu'avant je l'avais comparé à l'homme le plus puissant de son temps, entouré des meilleurs médecins de son royaume. Vous voyez donc, il y a une histoire de la douleur à écrire. Je ne dis pas que nous ne souffrons plus, mais mettez-vous dans l'esprit que les découvertes pharmaceutiques d'après la Seconde Guerre mondiale, antalgiques, anesthésiques ou tout ce qui est remède antidouleur, ont cru de façon tellement verticale que tout d'un coup, on peut rencontrer des gens qui n'aient jamais souffert. Et ça, c'est un problème très intéressant qui va tout d'un coup permettre d'expliquer le premier sens du mot humainement.
tout à l'heure, j'ai dit humainement, c'est un sens moral, c'est un sens éthique. Oui, mais vous avez sans doute entendu parler dans les journaux ou dans les bavards qui disent n'importe quoi, que les anciennes morales étaient doloristes. Vous vous rappelez, souvent vous avez entendu parler de ça. Mais c'est pas vrai. Toutes les morales, qu'elles soient orientales, occidentales, stoïciennes, épicuriennes, judéo-chrétiennes, tout ce que vous voudrez, toutes ces morales étaient des exercices obligatoires pour tenter de supporter une douleur inévitable et quotidienne. C'était ça la morale. Et la question est la suivante. Si toutes les morales étaient fondées sur l'expérience journalière de la douleur et proposaient des exercices pour y résister, qu'est-ce que l'humanité va faire d'une morale lorsqu'il n'y aura plus de douleur? C'est une vraie question. C'est une vraie question fondamentale qui rejaillit sur le premier sens du mot humainement. Alors, histoire de la médecine, histoire de la douleur, aussitôt dès lors que la médecine devient efficace dans les années 50-60 avec la découverte des antibiotiques et la pharmacologie dont je parle, aussitôt bondissement de la démographie. Lorsque je suis né, je rappelle que je suis né en effet dans ce néolithique tardif dont je parlais tout à l'heure, il y avait environ 1 milliard ou 1,5 milliard d'habitants sur la planète. Il y en a aujourd'hui 6 milliards 3/4. On est en voie à 7 milliards. C'est-à-dire que dans ma vie, c'est très rare que dans la vie d'un homme, l'humanité se multiplie par 6 ou 7. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une augmentation démographique terrible qui fait que l'occupation de la planète n'est pas la même que lorsque je suis né. Vous voyez le changement, le gradient de changement est colossal. Gradient de changement concernant l'être au monde pour la ruralité, gradient de changement considérable pour ce qui concerne l'expérience du corps, la douleur. Tenez, je vais prendre un exemple. On a souvent dit qu'on se déshabillait sur les plages pour des raisons sexuelles, érotiques, amoureuses, tout ce que vous voudrez. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi croyez-vous qu'on s'habillait ou qu'on s'habille encore? La plupart du temps, on s'habillait pour cacher un corps qui n'était pas montrable. Vous vous rappelez de cette espèce de jabot que portaient les nobles à partir du XVIe siècle? C'était pas pour faire le beau, bien sûr que non. C'était pour cacher ce qu'on appelait le collier de Vénus, parce que la vérole faisait exploser les ganglions, et ça faisait des plaies abominables à voir, et il cachait la plaie. Et par conséquent, nos ancêtres avaient un corps pas montrable, puisque les plaies ne cicatrisaient pas, que les maladies laissaient des bubons et des boutons partout. Par conséquent, il était impossible de se déshabiller. Ce pourquoi on se déshabille aujourd'hui sur les plages jusqu'à la nudité, c'est que nous avons pour la première fois de l'histoire encore montrable. C'est-à-dire que nous avons une médecine, une pharmacie et bien sûr des cosmétiques qui permettent de le montrer. Vous voyez donc que ce pourquoi nous nous déshabillons, c'est simplement parce que nous avons changé de corps. Le saviez-vous ? C'est une nouvelle considérable. Vous n'avez plus le même corps que vos grands-parents. Est-ce que vous savez que dans les campagnes que j'ai connues, dans les années qui précèdent un tout petit peu la Seconde Guerre mondiale, à 40 ans, les paysans n'avaient plus de dents. Et j'ai connu des grands-pères et des arrière-grands-pères édentés, tout simplement. Mais c'était naturel, ils ne mangeaient plus que de la soupe ou du lait. Et qui aujourd'hui se présenterait s'il était édenté? Autre chose. J'ai dit tout à l'heure que l'humanité avait cru jusqu'à 7 milliards d'habitants. Mais ce qui est impliqué par cette affaire-là, c'est l'espérance de vie. En gros, dans les années 1820, l'espérance de vie est de 30 ans pour des dames. Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, Madame, dit l'interlocuteur à Marianne, Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour être aimé, 6 ans pour aimer, et 6 ans pour recommander votre âme à Dieu. Fin de citation. Donc, Alfred de Musset donne à Marianne une espérance de vie de 30 ans, ce qui est l'espérance de vie que George Sand ou que Balzac va donner aux femmes de cette époque, 30 ans. Aujourd'hui, une femme de 30 ans est dans la première fraîcheur de sa jeunesse.
Par conséquent, cette espérance de vie-là, qui va croître brutalement de 30 à 50, de 50 à 70. Vous savez qu'on a des rapports de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine du début du siècle qui dit que l'homme ne pourra jamais vivre au-delà de 65 ans. On a des rapports signés par les experts. Vous voyez. Aujourd'hui, l'espérance de vie de nos compagnes est de 84 ans, 85 ans. Et elle croît, le savez-vous, de 6 mois tous les ans, ce qui est prodigieux. Enfin, dans les pays comme les nôtres. En Amérique, elle baisse pour des raisons de sécurité sociale. Absente, oui. Oui, aux USA, elle baisse. Oui. Ne parlez pas anglais comme on le voit pas partout, elle va disparaître, cette langue, forcément. Alors, si l'espérance de vie croît de cette façon, ça donne des résultats tout à fait considérables. Par exemple, à l'âge de mes parents, lorsque un homme et une femme se mariaient, que le maire bénissait ce mariage, il se jurait fidélité pour 5 ans. Statistiquement parlant. Aujourd'hui, lorsque je vais au mariage de mes étudiants, qui ont 21, 22 ans, ils se jurent fidélité pour 65 ans. Et on appelle ça toujours le mariage. Mais non, c'est pas le même mariage. Par exemple, si vous lisez Dickens, Les Grandes Espérances, tout ce roman est bâti sur le fait qu'on hérite à 25 ans. On hérite à 22 ans, à 30 ans. On hérite, l'héritage se fait entre 22 et on espère à 25 ans toucher la fortune de papa-maman. Aujourd'hui, à mon âge, on n'a pas encore tout à fait hérité de ses parents. Vous voyez. Et par conséquent, du point de vue économique, je ne vois pas comment on peut penser la même économie d'il y a 50 ans et d'aujourd'hui, puisque la transmission des fortunes ne se fait plus de la même façon, au même âge et dans les mêmes conditions. De la même façon, lorsque mon père est parti à la guerre de 14 fleurs au fusil, il offrait à sa patrie combien d'espérance de vie? Mais il offrait 10 ans d'espérance de vie. Croyez-vous qu'aujourd'hui, un chef d'État d'un pays occidental ferait partir à la guerre la génération de 20 à 25 ans alors qu'elle aurait à offrir à sa patrie 60 ans d'espérance de vie? C'est fini. C'est fini. Et humainement, vous vous rendez compte ce que vous dites quand vous dites humainement? C'est-à-dire qu'entre vos grands-parents et peut-être même vos parents et votre génération, la coupure a été telle qu'on peut en faire une description relativement précise avec des chiffres bien connus et des nouveautés considérables. La ruralité, le transport. Le transport, disons dans les années 2006, on a des chiffres tout à fait précis, les compagnies aériennes ont transporté le tiers de l'humanité, disons. Ce qui prouve que ça ne fait que croître et qu'en 2008-2011, on peut passer de tiers de l'humanité à la moitié de l'humanité. Évidemment, c'est souvent les mêmes, bien sûr. Mais tout de même, les transports aujourd'hui sont tels que le brassage des populations est tel... Ah, il ne s'agit pas d'humainement, là, maintenant. Lorsqu'un bateau arrive sur un rivage, les témoins voient les matelots débarquer. Les matelots débarquent. Et après, les témoins, les historiens ne voient plus rien. Mais les matelots qui restent à bord savent, et mon passé de la marine m'a assez instruit sur ce point-là, que le long des haussières, pendant la nuit, débarquent les rats. Hein. Et cela, les historiens ne le voient pas. Personne ne les voit. Mais ce n'est pas très important que débarquent les rats. Les rats se répandent sur le rivage et quelques instants après, les puces débarquent des rats. Et ça, les témoins le voient encore moins, hein, n'est-ce pas? Ni les historiens ni les journalistes ne voient les puces débarquer des rats. Mais ce n'est pas très important, parce que quelques instants après, les microbes débarquent des puces. Vous voyez, toc, 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 c'est-à-dire les matelots, c'est-à-dire les hommes, puis les rats, puis les puces, puis Pastorella pestis. Et à ce moment-là, arrive le véritable événement. C'est-à-dire que tout d'un coup, une épidémie se répand.
Et aujourd'hui, plus nous faisons de transport, c'est-à-dire plus nous faisons de mélange et de transport, plus le schéma que je viens de dessiner devant vous devient probable. C'est-à-dire le mélange et le transport en question peut nous mettre devant des épidémies imprévisibles. Oui. Et c'est ce que, en général, les gens de l'OMS redoutent aujourd'hui. Et la plupart des annonces qu'on nous fait de risques d'épidémie viennent simplement de ce schéma-là. Voilà. Question d'agronomie, question de vie rurale, question d'espérance de vie, question de médecine, question de démographie. Ce n'est plus le même monde parce que le monde est plein. Avec 7 milliards d'habitants, on se pose des problèmes réels sur l'occupation de la planète, problèmes de statistiques, problèmes d'économie. Ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Mes étudiants ne sont plus de la même humanité que mes professeurs. C'est-à-dire tout d'un coup, nous sommes passés dans une sorte de changement de phase qui est réellement une crise au sens technique du terme, réellement une transformation gigantesque. Ah mon Dieu, c'est vrai que je m'adresse à des informaticiens, alors je devrais maintenant vous dire en quoi l'informatique a changé cette affaire-là. Mais vous êtes plus spécialiste que moi. Et pour essayer de vous convaincre, je vais analyser un seul mot, simplement un seul mot qui n'est même pas un mot d'informatique. Je vais essayer d'analyser devant vous le mot adresse. Donnez-moi votre adresse. Je vais vous donner mon adresse. Alors je vous donne mon adresse, c'est 47 avenue de la République, La Seine-sur-Mer, 82. J'invente n'importe quoi, bien sûr. Et quand vous avez cette adresse, c'est une suite de chiffres et de lettres, n'est-ce pas ? Et je vais essayer d'analyser les chiffres. Et quand je dis 47 avenue de la République, je définis une distance par rapport au zéro. Quand je définis telle commune, je définis un découpage à l'intérieur du département qui lui-même est découpé par rapport à la carte de la nation. Et donc, je décris un espace. Je décris un espace. Et l'adresse en question est référée à cet espace-là. Mais qu'est-ce que c'est cet espace ? Cet espace, étant donné que je dis 82 var et 47 la distance, cet espace est un espace métrique. Et vous savez assez de mathématiques pour savoir ce que c'est qu'un espace euclidien, ou plutôt un espace cartésien, qui est référé à des abscisses et à des ordonnées. Par conséquent, votre adresse est référée à cet espace-là. Et depuis, oui, le néolithique, depuis que nous habitons, depuis qu'on a créé des villes, depuis qu'on a créé des villages, etc., nous avons l'habitude d'habiter cet espace métrique. Mais à cette adresse-là, vous ne recevez plus de courrier, sauf de la publicité que vous mettez à la poubelle dès 9h du matin. Mais les vrais messages, vous les recevez sur quoi ? Vous le recevez sur 06, votre téléphone portatif, en français, hein, je parle français, l'espace portatif. Et vous le recevez sur le courriel, mot québécois qui remplace avec avantage le e-mail, hein, courriel, nos amis québécois parlent mieux français que nous, courriel électronique, ADEL, adresse électronique, ADEL c'est magnifique, n'est-ce pas ? Et alors quel est votre ADEL ? Eh bien, ça vous fait rire, mais c'est du bon français pour une fois. Et votre ADEL, c'est michel.serre@wanadoo, je ne sais pas, c'est pas le bion évidemment. Et là aussi, c'est un code avec des chiffres et des lettres, n'est-ce pas ? Mais à quel espace se réfère ce 06 ? À quel espace se réfère votre ADEL ou votre courriel, n'est-ce pas ? L'ADEL de votre courriel. À un espace très intéressant, qui est le suivant, c'est que où que je sois avec mon téléphone portatif, j'ai accès à toute personne, où qu'elle soit, et si j'ai le GPS à tout lieu, quel qu'il soit, et avec la toile à toute information, quelle qu'elle soit, où que je sois. Et par conséquent, je ne suis pas référé
à des distances, puisque finalement mon interlocuteur, où qu'il soit au Labrador, en Nouvelle-Zélande ou à Jouy en Josas. Par conséquent, nous vivons dans un espace nouveau, non métrique, qui est un espace de voisinage. Et vous savez assez de mathématiques pour savoir que cet espace s'appelle topologique. Théorème 1 est unique, nous vivions dans un espace euclidien, nous vivons désormais dans un espace topologique, c'est-à-dire sans métrique. C'est une nouveauté considérable. Le saviez-vous que nous avions changé d'espace ? Ça ne veut pas dire que nous avons changé d'adresse. N'ont changé d'adresse que ceux qui sont passés du 47 boulevard de la République à 62 avenue Pasteur. Ils changeaient d'adresse dans l'ancien espace. Et l'ancien espace avait des distances. Aujourd'hui, ne dites pas que les nouvelles technologies ont raccourci les espaces. Ou ne dites pas que les nouvelles technologies sont fondées sur des réseaux. Ça, c'est des mots complètement ringards. Je veux dire par là que l'âne réduisait les distances, que le cheval réduisait les distances, que l'avion réduisait les distances. Non, les nouvelles technologies les suppriment. Par conséquent, aujourd'hui, nous avons changé d'espace. Nous ne vivons pas dans le même espace que nos prédécesseurs. Oui, mais les conséquences de ce changement d'espace sont considérables. Je reprends le mot adresse. Le mot adresse, pardonnez-moi de parler des langues inconnues, mais le mot adresse vient du latin directus, qui veut dire le droit. Le droit romain, directus. Rectus. Et cette adresse-là est référée au droit. Attention, tout à l'heure c'était référé à la géométrie, maintenant je le réfère au droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'habitais 47 boulevard de la République, et si je n'avais pas payé les impôts, si j'avais un PV ou si je n'avais pas rempli mes obligations telles ou telles fiscales ou militaires, alors la maréchaussée pouvait me contraindre par corps. Parce que j'étais là et que la maréchaussée savait que j'étais à telle distance du roi, Rex, que j'étais à telle distance du patron du tribunal, du président du tribunal, ou de la police. Par conséquent, le mot adresse a un sens géométrique, mais il a aussi un sens juridique et politique. Question, lorsque nous changeons d'espace, qu'est-ce que ça change du point de vue du droit ? Qu'est-ce que ça change du point de vue de la politique ? Qu'est-ce que ça change du point de vue de la juridiction ? Réponse, tout. Et par conséquent, ce changement d'espace-là implique de nouvelles institutions dont nous n'avons peut-être pas encore idée concernant le droit de propriété, concernant le piratage, concernant tout ce qu'on discute aujourd'hui et qu'on discute complètement en vain parce qu'on n'a pas l'idée que nous avons changé d'espace. Et que dès lors qu'on a changé d'espace, eh bien, les institutions sont complètement nouvelles à repenser. Vous voyez donc que là, l'arrivée des nouvelles technologies est un point supplémentaire pour comprendre ce changement profond d'humanité que je suis en train de développer devant vous. Je suis parti de choses très archaïques, c'est-à-dire de la ruralité, pour arriver maintenant aux choses les plus contemporaines comme les nouvelles technologies. Alors je voudrais pour finir dessiner devant vous une sorte de photographie instantanée de la totalité de ces changements-là. Des changements que, je répète, touchent à la fois le corps, la santé, la longueur de la vie, le rapport à autrui, l'installation dans l'espace, l'être au monde en général, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire humainement. Pour avoir cette photographie, je vais... vous savez sans doute, et mon ami qui m'a présenté l'a dit, que j'appartiens à une association de malfaiteurs qui s'appelle l'Académie française. Et le métier de cette compagnie consiste à établir un dictionnaire. Et bon, cela paraît peut-être un peu amusant, mais c'est beaucoup plus sérieux que vous ne l'imaginez. Parce qu'une langue définit quand même le génie d'un peuple, et qu'abandonner la langue, c'est probablement un crime impardonnable.
Et voilà que nous publions ce dictionnaire qui fixe, disons, la langue. La publication est à peu près tous les 25 ans depuis Richelieu, disons depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le rythme de publication du dictionnaire est un peu moins long qu'une génération. Il faut bien ce temps pour fixer la langue, vous voyez, parce qu'il faut quand même évaluer des mots qui rentrent dans la langue, qui en sortent tout de suite, ou qui en sortent à rythme plus ou moins lent. Donc pour fixer la langue, il faut bien quelque chose comme 2 décennies en gros. Or, nous avons des calculs là-dessus fort intéressants, qui sont les suivants, dont les résultats sont les suivants. Quelle que soit la date de publication antérieure de ces dictionnaires, le gradient de différence de la langue est de 2500 à 3000, 4000 mots. Vous voyez, entre 2 publications, entre les mots qui quittent la langue et les mots qui reviennent dans la langue, la différence est à peu près de ça. Le gradient est de 3 à 4000 mots. Nous allons publier dans 2 ans le dictionnaire prochain. Le gradient de différence de la langue française entre la dernière publication et la prochaine est de 37 000 mots. Et de 37 000 mots. Or, vous savez que la langue française est une langue d'autant plus précise qu'elle est relativement pauvre et qu'elle n'excède pas 120 à 150 000 mots. Par conséquent, nous sommes en présence d'une transformation colossale qui n'a jamais eu lieu depuis que la langue française existe. C'est-à-dire, il est peut-être probable que vos petits-enfants parleront une langue que vous comprendrez aussi peu que vous ne comprenez aujourd'hui l'ancien français de François Villon que je citais au début. C'est-à-dire 37 000 mots, c'est-à-dire ça peut varier en 2 générations, 3 générations, jusqu'à 50 000 mots, vous ne comprendrez plus rien. Oui. Alors l'intérêt évidemment de ce résultat, c'est d'aller voir si c'est vrai en italien, si c'est vrai en portugais, si c'est vrai en chinois, si c'est vrai en anglais. Et la réponse est oui. Et ne croyez pas, chers amis, malgré votre pratique, que ce gradient de différence touche le fait qu'on apporte en français des mots anglais. Ça, c'est pas vrai. C'est pas du tout ça. Le gradient de différence vient du fait que tous les métiers de 1950 sont finis. C'est-à-dire, c'est en général les mots de métier qui se transforment. Alors, je l'ai dit tout à l'heure pour la ruralité. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vos enfants vont connaître le mot joue, le mot aiguillon, le mot soc, le mot, etc. Ces mots-là font partie du métier agricole et sont disparus, mais qui aujourd'hui sait ce que c'était qu'un maréchal ferrant, un sellier, etc. Tous les métiers qui ont disparu de l'artisanat villageois. Et donc là, nous avons un gradient de différence absolument colossal qui donne la photographie exacte des transformations que je viens de décrire devant vous. Alors, je voudrais conclure en disant, lorsque M. Esquin m'a demandé de parler de humainement, je me suis dit, mais il serait intéressant de faire une photographie de l'homme d'aujourd'hui et du gradient de transformation qu'il est en train de subir. Et ce gradient de transformation est considérable et toute la question est d'en prendre conscience pour savoir exactement. J'en ai oublié peut-être un qui serait intéressant de dire et qui, moi, me touche jusqu'aux larmes, c'est que lorsque vous vous rasez le matin et que vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous vous demandez, ou plutôt est-ce que vous vous dites « nous sommes en paix ». L'Occident est en paix depuis 65 ans. Savez-vous, ce n'était pas arrivé depuis la guerre de Troie. 65 ans de paix. Et moi, qui ai passé entre 1936 et 1950, la guerre, tout le temps la guerre, moi, je me dis, devant la glace tous les matins, nous sommes en paix. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ma première question, peut-être. Oui. La question que j'ai posée pour débuter, c'est de savoir pourquoi, à notre époque, en fait, les académiciens ou les prix Nobel ne sont pas les people de notre société. Pour plusieurs raisons. Je pourrais répondre par une plaisanterie, bien sûr, parce que nous n'avons pas vocation à ces choses-là. Mais pour une raison que je n'ai pas dite pendant ma conférence et que je suis content que vous me permettez de dire maintenant, c'est la chose suivante. Vous me demandez de diriger la société. Alors, je suis d'accord, je vais le faire. Et je vais me comparer... je suis un ancien officier de marine et par conséquent je connais bien le problème. Quand vous êtes officier de quart sur un bateau de 35 000 tonnes ou de 100 000 tonnes et que vous dites à gauche 25, le bateau part pas tout de suite à gauche 25. La voiture part tout de suite à gauche 25. Ou si vous êtes cornac sur un gros éléphant, et si vous le piquez sur l'oreille droite, et s'il va à toute vitesse dans l'herbe à éléphant, il ne va pas tout de suite aller à droite. Pourquoi? Parce que ce bateau-là a de l'inertie. Et c'est la notion d'inertie qui me permettra de vous répondre, mon cher. C'est-à-dire une société a de l'inertie. Et qui peut évaluer cette inertie-là? Et bien entendu, celui qui est prix Nobel ou celui qui a un peu plus, disons, de lucidité sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire peut prendre telle et telle décision beaucoup plus intelligente que... Oui, mais il ne voit pas l'inertie de la société. L'inertie de la société est colossale, c'est-à-dire comment va-t-elle changer? Dans quelles conditions? Est-ce qu'elle voudra changer? Est-ce qu'elle pourra changer? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est extrêmement difficile. Par exemple, Niels Bohr disait, le prix Nobel précisément, qui avait inventé beaucoup de choses concernant les atomes, disait la physique ne change pas parce que les théorèmes nouvellement découverts sont vrais. Non, pas du tout. La physique change parce que la génération antérieure prend sa retraite. Tu vois? Et donc il faisait bien voir que les problèmes d'inertie sociale étaient gigantesques. Et vous qui êtes dans les nouvelles technologies, vous le savez, la génération d'avant n'est pas dans le coup des nouvelles technologies, c'est tout. Oui. Et j'ai vu là-dessus des expériences dramatiques de gens qui, parce qu'ils ne connaissaient pas ça, ont quitté complètement la... Mais gardent le pouvoir. Ils ont le pouvoir, mais voilà, ils ne sont pas au courant. Quand j'étais jeune matelot, les amiraux ne savaient pas ce que c'était un radar. Ils disaient, dites donc matelot, regardez, dites-moi ce qu'il y a dans le radar. Le radar, il y a marqué qu'il vaudrait mieux dire à gauche 25. Alors l'amiral disait, à gauche 25. Oui, il ne connaissait rien. Donc, encore heureux qu'ils disent à gauche 25. D'autres questions? Oui. Tout à l'heure, vous disiez que les étudiants avaient beaucoup changé, et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez perçu de ces changements par rapport au fait justement qu'il y a une déconnexion avec tout ce qui est ruralité. Avec la ruralité, enfin, avec tout ce qui est le monde rural. Ah oui, j'ai assisté à des choses tout à fait comiques à ce sujet. Étant examinateur au concours d'économie supérieure un jour, j'ai été appelé par l'examinateur de français qui avait donné à un jeune normal, enfin quelqu'un qui est intégré par la suite et qui est devenu d'ailleurs tellement célèbre que je ne dirai pas son nom, et qui devait expliquer un texte de George Sand qui était Scène de la bourre. Eh bien, l'étudiant en question ne comprenait pas la moitié des mots. Vous voyez? Et alors la question se posait, mais comment allons-nous faire pour juger quelqu'un qu'on ne peut pas juger? On ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir ce que c'est qu'une charrue, ce que c'est qu'un mancheron, etc. Et le texte de George Sand expliquait ça. Vous voyez? Donc il y a eu soudain des bifurcations très fortes. J'ose pas le dire, mais je le dis, allez. Les journaux sont pleins aujourd'hui de fuite au bac. Mais riez comme quand vous écoutez, vous lisez les nouvelles dans les journaux. Il n'y a que des fuites au bac.
Mais bien entendu, ils ont tous leur portatif sur les genoux ou aux chiottes. Vous voulez surveiller toutes les chiottes, vous voulez surveiller... C'est le bac qui est mort. C'est pas les fuites. Il n'y a pas des fuites au bac. La fuite l'emporte sur le bac. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on voit très bien que c'est les institutions qui sont en train de mourir. Sous la poussée d'une technologie donnée, l'institution ne tient pas le coup. Vous voyez ? Et peu à peu, vous le verrez sur toutes les institutions qui nous gouvernent, certainement. Mais là, il y a un très bon cas, et dans l'enseignement, bien entendu, c'est tout à fait courant. J'arrive pour vous parler, et il y a dans la salle 40, 50, 60, 100 personnes qui en savent plus que moi sur tel et tel et tel point. Bien sûr. Et parmi mes étudiants, c'est déjà vrai. Et c'est déjà vrai depuis 10 ans. Donc on change complètement sa manière d'enseigner. Forcément. Vous voyez ? Et d'ailleurs, j'ai publié à ce sujet un article que vous trouverez sur Internet qui s'appelle Petite poussette. Petite poussette. Où on m'avait demandé ce que je pense de l'enseignement, de votre question, et au lieu de répondre à cette question, j'ai essayé de décrire qui était mon étudiant. Et je l'ai appelé Petite poussette. Vous savez, mais ils sont formidables. Petite poussette et petit poussé, moi je suis assez maladroit, forcément. Je suis un peu vieux, forcément. Mais eux, ils sont très bons, vous voyez. Alors, j'ai essayé de décrire qui était Petite poussette. Référez-vous à ce texte-là. C'est un texte délicieux. Oui, monsieur. Bonjour, merci pour votre exposé, tout d'abord. Vous avez évoqué le changement d'espace géographique et après vous avez parlé aussi du brassage des populations avec l'aviation ou ce genre de choses. Quelle est la conséquence pour vous sur le concept de nation et d'appartenance à localiser un endroit, un territoire ? D'accord. D'abord, il faut prendre les choses avec le plus de recul possible. L'humanité a toujours voyagé. Homo viator. L'humanité est devenue telle qu'elle est déjà bien avant le néolithique parce que nous étions des chasseurs-cueilleurs et que par conséquent nous nous déplacions selon l'état du gibier, selon l'état de la germination des plantes et ainsi de suite. Par conséquent, l'homme est sorti d'Afrique, il a envahi l'Europe, et puis ensuite l'Asie, il est passé par le détroit de Bering en Amérique, il est allé jusqu'à la Terre de Feu. Par conséquent, le déplacement, c'est consubstantiel à notre humanité, premièrement. Bien entendu, il y a eu des brassages plus ou moins forts selon les moments de l'histoire, qui sont consécutifs à des famines, à des guerres, etc., où, je ne sais pas, à un certain moment, l'humanité est passée des îles de la Sonde en Australie, a envahi l'Australie, pour telle et telle raison que nous ignorons d'ailleurs aujourd'hui. Très bien. Alors aujourd'hui, les brassages sont plus forts. Et cela pose la question que les politiques assez maladroits comme d'habitude ont appelé l'identité. L'identité. Alors je veux bien traiter de ce problème en effet. Quelle est mon identité ? Attendez, bougez pas, je vais vous sortir ma carte d'identité. Je sors ma carte d'identité et il y a marqué Michel. Est-ce que c'est mon identité ? Ah non, non. J'appartiens au sous-ensemble de l'humanité qui s'appelle Miguel, Michael, Mike, Michel, etc. Il y en a quelques centaines de mille. Donc c'est une appartenance. Serre, c'est un nom qui signifie comme Sierra, la montagne, la colline. Des Sierra, des Serres, il y en a pas mal. Par conséquent, des Michel Serre, il doit y en avoir un sacré paquet. Et par conséquent, j'appartiens au sous-ensemble des gens qui s'appellent Michel Serre. Je suis né à telle date, j'appartiens au sous-ensemble des gens qui sont nés à telle date. À tel endroit, j'appartiens au sous-ensemble des gens, etc. Et il n'y a jamais mon identité sur la carte d'identité, il n'y a que mes appartenances. Par conséquent, la notion d'identité, quelle est mon identité ? Si, je dois la connaître, enfin je ne la connais pas, c'est certainement le code de mon ADN, mais je ne le connais pas. C'est curieux, je ne connais pas mon identité, je ne connais que mes appartenances. Et donc, la question est une fausse question. Nous avons des appartenances diverses.
Et notre identité, c'est probablement quelque chose comme l'intersection de nos appartenances. Vous voyez, l'intersection de nos appartenances. Or, ces appartenances, elles changent sans arrêt. Aujourd'hui, vous appartenez à telle boîte d'informatique, demain à une autre. Demain, vous serez aux États-Unis, vous appartiendrez à telle université, etc., etc. Ou vous appartenez même à ceux qui parlent russe dès le moment où vous avez appris la langue en question. Par conséquent, l'intersection des appartenances donne quelque chose de ce genre. Et cette intersection est très, très multiple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette multiplicité croît avec nos déplacements, etc., en particulier génétiques. C'est-à-dire, il y aura de plus en plus de métis, de plus en plus de carterons, de plus en plus d'octavons, mais nous sommes tous déjà des métis, des carterons, etc. Autrement dit, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'identité? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est notre langue. Nous n'avons d'identité que celle-là, pratiquement. Et ça, c'est assez intéressant de le dire, de dire en gros que nos identités sont en général soft plutôt que hard, vous voyez, des entités de code. Voilà. Et je crois que depuis toujours, nous nous sommes mélangés, que nous mélangeons un peu plus rapidement maintenant. Que les cultures ne disparaîtront pas. Parce que autant nous sommes doués pour nous mélanger, autant nous sommes doués pour créer de la différence. Par exemple, nous avons toujours eu une langue de communication. Ça a été le grec, puis ça a été le latin, maintenant c'est l'anglais, etc. Vous avez entendu parler anglais les Japonais, les Brésiliens, les Gascons comme moi, etc. Oui, c'est pas le même anglais. Ça va à toute vitesse se différencier. Et ça, il va arriver à l'anglais ce qui est arrivé au latin, c'est-à-dire qu'il est devenu le portugais, l'italien, le français, le machin, la langue d'oc, etc. Oui. On est doué pour la différence. C'est-à-dire la culture différentielle l'emporte généralement en poids sur la culture de l'homogénéité. Je ne crois pas que nous risquions l'homogénéité. Je crois qu'on peut essayer de prendre une dernière question au Maroc. Oui, bonjour Monsieur Serre. Oui. On parle beaucoup de disparition. D'après vous, quelles vont être les conséquences rapides de la disparition de la vie privée, telle qu'on le voit avec la nouvelle génération, avec les réseaux sociaux? Ou est-ce que, finalement, non, il n'y a pas de disparition de la vie privée? Ça dépend de ce qu'on appelle la vie privée. Je ne suis pas complètement sûr que dans les réseaux sociaux, ça soit vraiment la vie privée qui soit en jeu. Ça dépend de ce que vous appelez le privatif. Chacun définit son privatif, n'est-ce pas, cher ami? C'est-à-dire, il y a des gens qui donneront volontiers en public tel et tel élément de leur vie, moi je ne le donnerai pas, etc. Le fait qu'on donne ceci ou cela du privatif définit précisément le privatif. Je crois pas qu'on soit en danger de ça. Ah, le danger qui peut arriver, c'est que... qu'est-ce que c'est que les données? C'est une question plus générale encore, cher ami. C'est-à-dire, nous donnons nos données. C'est-à-dire, à un certain moment, on pourra nous voler nos goûts, nos aspirations, nos achats, etc. Et nous risquons, en effet, que certaines entreprises nous dérobent nos données. Voyez ? Ne les donnez pas.